Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast BBN, l'édition du 2 juillet 2020. Je viens de voir ces réseaux sociaux parce que je le partageais pendant qu'on voyait le décompte. Là, on voit 28 juin, mais c'est bien le podcast de ce soir et on est vraiment en direct. Donc, bienvenue à tous. Merci aux patrons qui sont là avec nous. Donc, notre petite gang, hein, petit train va loin qu'on dit. Alors, je suis vraiment content d'avoir tout ce beau monde-là avec nous et de discuter donc de soccer, de l'Impact et de la MLS avec vous. La question Twitter du jour, parce que ça va être l'essentiel de l'émission de ce soir. Alors, elle va comme suit. La MLS fait-elle un choix irresponsable en tenant son tournoi du côté de Orlando? On va partir tout de suite avec ça. Oui, 65%, non à 35%. Et je fais partie du 35% qui pense sincèrement que non, la MLS ne fait pas un choix irresponsable en tenant son tournoi à Orlando. Donc, on va prendre la prochaine demi-heure pour décortiquer tout ça, pour en parler. J'en ai parlé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et c'est toujours le fun d'avoir des discussions avec vous. Merci à Dr. Foot, recherchiste pour l'émission d'aujourd'hui. Et Étienne, donc, qui s'en vient nous rejoindre à l'instant. Salut Étienne, ça va bien? Salut Jeff, ça va très très bien toi? Excellent, ça va super bien. Merci Étienne d'être là. Étienne est derrière le podcast des Trois Lions et également derrière le projet tout récent du Club École. Alors Étienne, je te donne le micro. C'est quoi le Club École? Oui, pour faire rapidement, le Club École, c'est un nouveau média spécialisé en sport coopératif avec 7 étudiants, maintenant 9 étudiants en journalisme de l'UQAM. Donc, il y a une semaine et demie, là, on a lancé le site web où on va traiter on essaie de couvrir beaucoup le sport montréalais, québécois, voire canadien. Mais on touche à tous les sujets, tous les sports. On s'en va dans les chroniques. On a notre podcast aussi. On va essayer de tomber dans le vidéo aussi. Donc, c'est vraiment une plateforme pour nous un peu mettre en apprentissage qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on apprend à l'école en journalisme. Donc, oui, un beau projet où on espère acquérir de l'expérience. Le Club École, on pogne ça où? Clubécole.com. Le clubécole.com, sinon on est sur Twitter, Facebook, Instagram aussi, puis on a une chaîne YouTube où on va mettre nos vidéos. Donc, on a une présence quand même accrue sur les réseaux sociaux. Ouais. Excellent. Fait que j'invite les auditeurs, les auditrices à aller visiter le site du Club École. Donc, bienvenue Étienne dans le podcast BBN. Bien content que tu sois là avec moi. On a un peu discuté ce matin via Twitter sur Est-ce que le tournoi à Orlando est une décision logique et sensée par la MLS? On sait qu'il y a eu une explosion des cas de COVID du côté d'Orlando. Donc, est-ce que la décision de maintenir à ce stade-ci le tournoi est une décision qui est responsable pour la MLS? Honnêtement, c'est très rare que je fais partie des statistiques, mais moi je vais être dans le 65% pour ta question. Justement, je pense que quand le tournoi a été annulé, le concept a été annoncé en fait avec les dates, le concept de bulle qui théoriquement est parfait, fonctionne très bien. J'étais quand même content. Parce que bon, les cas aux États-Unis semblaient un peu se calmer. Et justement, on était en mode déconfinement, même en Floride, là, depuis le début du mois de juin, il y a plusieurs mesures, les plages ont réouvert notamment. Bon, là, qu'est-ce qui m'a titillé ce matin, c'est quand j'ai vu le 10 000 cas là, en Floride, le 10 000 les nouveaux cas qui ont été confirmés. Et c'était aujourd'hui, en fait, la date que l'Impact de Montréal quittait. Ouais, c'est ça, Montréal pour aller à Orlando. Puis là, je trouvais que ça avait aucun sens de les voir partir. Donc, justement, je pense que c'est beaucoup dû au fait qu'il y a une recrudescence des cas qui viennent déranger dans le fait qu'on s'en va envoyer les joueurs dans l'épicentre, en fait, de la COVID-19 mondiale. C'est du jamais vu. Les chiffres qu'on a là, en Floride, aux États-Unis, ça n'a aucun sens. Puis, à mon avis, c'est responsable de la part de la Ligue de les envoyer, de continuer de maintenir son tournoi en date du 2 juillet. Et si je regarde tout ça, je pense que le protocole mis en place, puis dans ce sens-là, j'y vais comme toi. Je pense que le protocole au départ, avant l'explosion de la pandémie, était logique. Tu sais, la bulle, moi, personnellement, j'y crois.
C'est sûr que ce matin, là, j'ai titillé, moi aussi, en voyant 10 000 nouveaux cas. Est-ce qu'on peut mettre tout ce monde-là à l'abri? On parle de 600 joueurs. Plus ou moins. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas évident. Mais je pense sincèrement que Disney est une organisation fiable qui va faire attention à son image également dans cette histoire-là, ESPN. Donc, est-ce que c'est sécuritaire à 100%? Je pense que le risque zéro ne pourra pas exister. Mais est-ce que c'est responsable? Moi, je pense que la ligne de conduite de la MLS est claire depuis le début. On va tester, on va suivre. Et, tu sais, on l'a vu, FC Dallas, on a fait beaucoup de cas sur le nombre de cas, justement, qui a explosé. On est rendu à quoi? 10 joueurs, je pense, touchés? J'ai pas vu la nouvelle. La dernière fois, c'était 6, mais ça augmente en plus. 6 ou 8, ça se peut. Mais... tu sais, moi, je pense que c'est des cas qui étaient un peu décelés, qui sont arrivés avant. Oui, c'est bien possible. Oui. Mais il y a aussi le cas de Columbus aussi qui a été découvert aujourd'hui et qui lui, s'est produit en Floride. Là. C'est ça, parce que eux sont arrivés... c'est pas comme le FC Dallas, là, c'est pas arrivé à la descente de l'avion. Ouais. Je pense que ça fait un bout qu'ils sont là. Donc... Ça démontre que, justement, la bulle est peut-être pas sécuritaire. Et c'est là l'enjeu de la MLS. Parce que moi, personnellement, et je regarde ce qui se fait ailleurs, je regarde les commentaires qui sortent un peu partout, on parle d'amener les joueurs, par exemple, à Vancouver, où il y a un petit peu moins de cas, où on serait plus à l'abri. Mais en vrai, moi, personnellement, j'aime aussi bien savoir les joueurs tous dans un endroit X où il y a très peu de sorties, que des voir en liberté dans le centre-ville de Vancouver. Là. Non, clairement. Puis tu sais, on parle de la MLS, il y a aucune... Tu sais, on parle à la base aussi qu'il n'y a aucune personne chez la MLS, puis dans toutes les décisions qui se prennent qui vont être prises de façon aléatoire puis un peu lousse. Tu sais, la MLS a pas intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de cas, à ce qu'il y ait aucun cas en fait. Tout le monde qui est dans l'organisation, je doute aucunement de leur bonne foi, puis je sais qu'on va essayer le mieux possible de bien faire les choses. Puis on parle de 600 joueurs, mais on parle quand même de, tu sais, il faut amener le coaching staff, il faut amener les médecins. Donc on parle approximativement d'un groupe de 50 personnes, 31 groupes de 50 personnes de partout en Amérique du Nord qui s'en vont en fait dans le même endroit. Moi aussi, une de mes inquiétudes, c'est de les voir repartir et qu'il y a des cas comme à Dallas où ils sont partis de Dallas et ont amené le virus en Floride. Il y a quand même un risque qu'il y ait un gars de Toronto, qu'il y ait un gars de Montréal, qu'il y ait un gars du Colorado qui reviennent dans leur pays, puis que là, ça reparte en fait dans cette région-là où, par exemple, à Vancouver, c'était un petit peu plus contrôlé. Parce que il y a ça, puis il y a d'un autre côté aussi le personnel attitré à la surveillance et tu sais, les messieurs et les madames qui vont servir les repas, eux autres, ils vont rentrer chez eux le soir. Donc, ils vont quitter cette fameuse bulle-là. Il faut comprendre que Disney est une entreprise syndiquée, donc on ne peut pas dire on va confiner ces employés-là. Donc, faut qu'il y ait un plan sérieux aussi de la part de la direction de Disney et d'ESPN qui héberge ce tournoi-là. Mais, somme toute, moi, je pense que si on revient au départ, l'idée de la bulle, c'était la meilleure, là. Ben assurément. Si on veut recommencer les activités, surtout sur un territoire où on le voit, les cas sont encore en hausse, ou même à l'époque, quand on a décidé d'y aller de l'avant avec le tournoi Orlando, quand les cas stagnent, sont pas nécessairement en train de descendre, je pense que l'idée de la bulle, c'est vraiment l'idéal si on veut à tout prix repartir. On le voit en Europe, dans les ligues les grosses ligues où c'est reparti, Angleterre, Allemagne, Espagne et l'Italie, là, on va se déplacer puis on va aller de ville à une autre, mais la situation est aussi complètement différente. Puis il y avait beaucoup de gens qui faisaient le parallèle sur Twitter aussi. Avec la Bundesliga, entre autres. Oui, exactement. Où est-ce que les gars, étaient isolés, mais se déplaçaient quand même de ville en ville. Mais on n'est vraiment pas dans la même situation. Puis, dans un contexte où les cas stagnent, montent un peu ou descendent un peu, je pense que la bulle, c'est vraiment le concept qui est théoriquement idéal. Et est-ce que, selon toi, il pourrait y avoir un plan B pour la MLS ou, tu sais, à ce niveau aussi, on est beaucoup trop avancé là, pour espérer pouvoir changer de plan? C'est ça aussi, la MLS est vraiment dans une mauvaise situation parce que moi, ce qui me titillait aussi ce matin, c'est que je voyais la MLS ne peut pas annuler.
ce serait une catastrophe financière, marketing, puis aussi au niveau de sa crédibilité à la Ligue si on décide d'annuler ou de reporter. Mais du moment où est-ce que le premier coup de sifflet est lancé, la Ligue peut quand même back down et se dire « OK, ça fonctionne pas ». C'est dans le domaine du possible, puis on peut concrètement le faire, même si ce serait une catastrophe immense pour la Ligue. Mais qu'est-ce qui serait aussi une catastrophe immense pour la Ligue? Ce serait de voir que on n'a pas été capable de gérer la bulle, qu'il y avait de trop grandes failles et qu'il y a un cas de contamination dans toutes les équipes. Ce serait autant dommageable au niveau de la crédibilité de la Ligue si ça arrivait. Est-ce que, d'après toi, Étienne, sans dire qu'on panique, là, mais les gens sont beaucoup arrêtés sur les statistiques parce que à télé, ce qu'on voyait principalement, c'est les nombres de décès. Hein? Tous les jours, on voyait les cas, les nombres de décès. Mais on sait que, si je prends l'exemple du Québec, la plupart des cas de décès étaient chez les 70 ans et plus. Donc, les sportifs en tant que tels, là, et je veux pas, comment je pourrais dire, je veux pas rendre le COVID plate et faire comme si c'était rien. Mais en vrai, me semble, j'ai eu l'impression de voir passer un peu partout par des médecins que pour un joueur c'est quoi la moyenne d'âge en MLS? Peut-être une trentaine d'années. Donc, un joueur de 30 ans, est-ce que c'est si grave? Tu sais, la COVID, je comprends qu'on veut pas que ça arrive, on veut pas que ça soit décimé, mais est-ce qu'on assimile facilement COVID et décès? Ben ouais, je pense que je comprends ton point. Puis un sportif professionnel, un joueur de soccer de 30 ans qui s'entraîne beaucoup, qui est en forme, en bonne forme physique. On les voit les statistiques de décès, c'est des personnes qui sont en haut de 60 ans pour la grande majorité. Il y a quand même un risque pour les personnes plus jeunes. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais statistiquement, on le voit que c'est vraiment pour les personnes plus âgées. Donc, s'il y a une contagion qui se fait à travers la Ligue, au niveau des décès, c'est pas nécessairement le truc qui m'inquiète le plus. Mais c'est le branding qui va être entaché. Oui, exactement. Puis, tu sais, en espérant que ces cas-là restent dans la bulle, puis qu'on ait des infrastructures là pour s'en occuper. Parce que si après ça, ces cas-là sortent, s'en vont à l'hôpital, parce qu'il y a peut-être 2-3 cas qui vont s'avérer un petit peu plus graves, on s'en va à l'hôpital, on infecte, puis là, ça repart. Tu sais, il y a ce risque-là qui, moi, vient quand même beaucoup plus me déranger. Parce que le joueur en tant que tel qui attrape la COVID-19, ça m'inquiète pas tant que ça au niveau de sa santé là, à moyen terme. Parce que de ce que j'ai compris, ça va passer chez quelqu'un dans la forme comme un joueur de la MLS, ça devrait passer comme une grosse grippe là, musculaire, peut-être. Clairement. Donc, ça devrait être pas si pire. Mais, somme toute, comme je disais, ça va faire très mal au branding. Et donc, l'option, selon moi, de la MLS, le seul qui reste, c'est d'annuler complètement. Tu sais, je pense pas qu'on puisse relocaliser à ce moment-ci le tournoi. Fait que ça serait de l'annuler. Et moi, l'idée que je me fais, c'est que oui, peut-être, on a vu les cas à Dallas présentement, un chez le Crew, mais si demain matin, on annule le tournoi et qu'on retourne tout le monde chez eux, il n'y a pas rien, donc les joueurs vont être laissés à eux-mêmes et vont vaquer à leurs occupations quotidiennes. Est-ce qu'ils vont être à l'abri? Mais les cas, on les dénombrera pas, on les suivra pas parce que la MLS n'est pas en action. Mais de laisser ces 600 joueurs-là, par exemple, en liberté dans leur marché respectif, je pense qu'il y a autant de danger que de les confiner dans une bulle. Ben, je sais pas, ça dépend un peu aussi du contexte de chaque ville. À Vancouver, ça se passe quand même bien. Tu sais, au sud des États-Unis, ça commence à être beaucoup plus compliqué. À Dallas, il y avait déjà de la contagion parce que évidemment, les joueurs se sont pointés avec le virus. À Montréal, la situation semble un peu mieux. Là, je veux pas trop m'avancer, pas trop dire de niaiserie non plus, mais c'est l'idée aussi de prendre des gens de partout puis de les mettre au même endroit puis de les voir revenir. Mais après ça, tu sais, ça dépend tout le temps aussi de voir dans certains marchés comment que ça se passe. Est-ce que, tu sais, peut-être aussi à Montréal, ça se passe bien à date pour les joueurs de l'Impact, quoi qu'il y a eu des rumeurs de cas là, la semaine dernière qui finalement, c'était pas trop clair là. Mais c'est sûr, tu sais, le risque est tout le temps là pour l'instant, surtout en Amérique du Nord, de l'attraper partout où on se trouve. Là.
Et est-ce qu'il y a aussi, parce que là, je voyais là, les reproches sur Twitter, la MLS était responsable, la MLS doit protéger ses joueurs, son image, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, tu sais, à quelque part, une responsabilité individuelle des joueurs? Tu sais, dans le sens que le FC Dallas, on se retrouve avec 8 joueurs infectés, 6, 8, 10, peu importe. Mais à quelque part, y a-t-il une faille au sein du FC Dallas qui a fait en sorte que ces joueurs-là se sont ramassés infectés finalement? Si les joueurs auraient, comme porté le masque, la visière, peu importe, dans leur déplacement quotidien, eux autres, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas là, ils sont peut-être un peu redevables de ça. Non, c'est clair. Je pense que la MLS n'est pas responsable de tout ce qui, des joueurs. Là, on n'ira pas envoyer des caméras pour savoir, quasiment, mais dans la toilette pour savoir qu'est-ce que les gars font. Là, on va bien les surveiller, mais je pense qu'à un moment donné, il y a aussi la responsabilité de la part des joueurs. Puis, la situation au Texas, personnellement, s'il y a un des endroits au monde où j'aimerais pas me retrouver présentement au niveau de la COVID, c'est bien au Texas, au sud des États-Unis, à Floride, Texas, ce seraient les deux spots où j'aimerais pas trop me retrouver. Là. Fait que là, dans le fond, malgré elle, la MLS est pris avec un problème parce que je regardais et je veux pas aller dans cette veine-là parce que il y en a plein qui disaient la MLS est brouillon parce qu'ils ont changé, entre autres, la composition du groupe A, le ci, ça. Mais en vrai, si je compare avec les autres circuits de sport nord-américains, et il y a juste la MLS à venir jusqu'à maintenant qui a dit, nous, on s'en va là, on va arriver là à telle date, voici le protocole. Et selon moi, s'il y a une ligue qui a été responsable et qui n'a pas été brouillon depuis le début, c'est la MLS. Mais au moment de préparer tout ça, c'était difficile de voir cette éclosion-là qui allait arriver. Au niveau de la responsabilité, puis je pense que c'est répondu. Dans un mois, là, on va avoir les réponses à nos questions aussi. Au niveau de la responsabilité de la MLS, c'est vrai qu'ils ont été très, très, très proactifs. Puis au moment où est-ce qu'ils disent, OK, nous, le 8 juillet, on repart, t'as aucune ligue qui a encore des dates de retour au jeu. On peut décortiquer ça de deux manières. Un, on se dit, bon, peut-être que c'est trop tôt si c'est la seule ligue qui décide de repartir, ou l'inverse, c'est une ligue qui est en avance, qui a bien compris qu'est-ce qui allait se passer et qui va être la seule ligue de sport nord-américaine professionnelle qui va vivre dans l'espace public nord-américain et qui va continuer à se faire voir. Donc, au niveau marketing de la MLS, là, c'est parfait pour eux de se retrouver dans cette situation-là. Tous les amateurs de sport vont seulement regarder la MLS parce que c'est tout ce qui va exister dans l'espace public. Donc, ça peut expliquer aussi la situation, la décision qui est peut-être un peu précipitée, mais on se rappelle, là, 3 semaines, 4 semaines, je ne me rappelle pas exactement c'est quand la date où on a dit qu'on allait faire ça là. La situation était pas pareille non plus. Donc là, on se retrouve avec une belle situation et j'ai vu sur Twitter, je me rappelle plus qui a dit ça, mais j'aimerais vraiment pas être dans les culottes de la personne qui a pris cette décision-là. Là. Non, c'est sûr, parce que là, ils sont prêts à jongler. Et d'un autre côté, là, t'es dans les bureaux de la MLS. Moi, j'ai l'impression que peu importe la décision qui se prenait, ça sera jamais la bonne. Si la MLS est pas en action cet été, on va dire qu'ils ont été chachottes. S'il y a d'autres groupes qui sont en action et finalement, il se passe rien. Et s'ils sont infectés, ben là, c'est sûr, ils sont trop tôt. Bref, la situation idéale non plus, elle peut pas exister, là. Non, c'est clair. C'est clair. Il y a aucune situation idéale du moment où tu prends des décisions. Puis même, on le voit, là, sans tomber dans l'autre sport, là, mais la Ligue nationale de hockey a pas de plan non plus. Juste le repêchage, ça fait parler. Puis même là, je ne tomberai pas là-dedans dans cette discussion-là, mais même en n'ayant pas de sport, on essaie de s'arranger pour continuer à faire parler de nous autres, là. Donc, on a besoin de continuer à exister pour les commissaires, pour les ligues de sport nord-américain. On a besoin d'exister, on a besoin d'être là. Puis la MLS a pris sa décision. Puis à ce moment-là, si tu back down, t'as l'air d'un épais. Puis si t'avances, puis ça fonctionne pas, t'as l'air d'un épais. Fait que dans tous les cas, ça sont bien. Non, ils sont vraiment dans une mauvaise position, à moins qu'à partir de là, il n'y ait aucun cas, on fasse le tournoi comme si de rien n'était, ça se passe super bien. Mais là, la MLS va, dans les livres d'histoire, ça va être des précurseurs et des génies, là. Ouais, c'est ça, exactement. S'il arrive à rien, fait qu'on va espérer que ça suive ça. Puis là, présentement, le FC Dallas, malgré tout, de ce que je lisais aujourd'hui, vont être en mesure d'aligner un club pareil, là. Oui.
Je pense qu'il était à 18-19 joueurs. Fait que, tu sais, malgré tout, ça devrait le faire. Mais il faudrait pas que ça éclose puis que ça pète de partout dans les prochains jours parce que là, ça va être difficile. Mm-hmm. Mais ceci étant, tu sais, on se cachera pas, puis il y en a qui vont avoir le reproche facile de dire que la MLS a pris une décision qui était purement économique au détriment de ses joueurs. D'un autre côté, je regarde les réactions de Boyan, puis tu sais, tous les joueurs de la MLS qu'on a vus sur les réseaux sociaux, les joueurs, ils ont l'air mindés, puis ils ont l'air de vouloir participer à ce tournoi-là. Là. Mm-hmm. Ben, comme beaucoup, tu sais, une bonne majorité des gens, on avait hâte de repartir à nos activités habituelles. Ces gars-là, c'est des sportifs, c'est leur boulot. Je pense qu'ils sont passionnés aussi par ce qu'ils font, puis par bouger aussi, là. Tu sais, c'est tellement important aussi, tu sais, l'activité physique, puis de continuer à bouger. Puis ces gars-là, ben, l'équipement d'entraînement là qu'il y avait chez eux, je pense que ça faisait pas nécessairement le boulot pour eux. Puis on avait vraiment hâte. Je doute pas que les joueurs, ben, pour une majorité des joueurs aussi, on s'entend qu'il y en a du côté de l'Impact. Tu sais, je pense notamment à Samuel Piette qui va être papa très 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 bientôt. Il y a des chances que, tu sais, là, je sais pas exactement sa copine est à combien de mois enceinte là, mais il y a quand même la chance la chance ou le risque qui assiste pas à la naissance de sa fille aussi en étant de son fils, pendant un mois aussi. Tu sais, je pense que c'est pas nécessairement la volonté de tous les joueurs ce contexte-là de jouer. Je pense qu'on le voulait tous. Il y a Carlos Vela qui je crois sera pas là. Je sais pas si c'est est-ce que c'est parti? Je pense que c'est une blessure, mais c'est un peu de réserve. OK. Moi non plus. J'ai pas confirmé, mais j'ai vu la nouvelle sortir aujourd'hui. Ouais, donc. Absent. C'est ça. Bon, il sera pas là, puis là on n'a pas l'air d'expliquer pourquoi. Bon, ben c'est ça, parce que lui sa conjointe attend un bébé selon le 98. Donc tu sais, je pense qu'il y a une volonté d'une majorité de joueurs de jouer, de toucher à des ballons, de jouer au soccer, d'évoluer dans un contexte professionnel aussi, c'est le rêve de beaucoup de joueurs. Mais tu sais, je pense pas que la décision doit se limiter à seulement la volonté des joueurs, qui est quand même très bien de vouloir les voir jouer aussi. Et d'un autre côté, ceux qui reprochent à la MLS d'avoir fait une décision purement pécuniaire du tournoi, faut pas se le cacher. Le circuit de la MLS, là, si on va être franc, le gros de l'argent des franchises, ça se passe au guichet, ça se passe à vendre des hot dogs, de la bière, puis des billets de saison, puis tout ça. Pas de saison, rien du tout. C'est pas garanti qu'il y a un MLS l'année prochaine avec toutes les équipes. Là. Oh, clairement. Puis tu sais, c'est pas juste l'argent des billets, c'est d'être là, puis c'est d'exister, puis c'est de pas se faire oublier non plus par certains fans. Nous, toi Jeff, moi, on va être là l'année prochaine. Tu sais, il y a de très bonnes chances, mais il y en a là-dedans que bon, il avait acheté des billets de saison, mais qui était membre, mais que cette année, bon, ben ça a pas fonctionné, puis là l'année prochaine on reviendra pas, ou juste de pas le voir dans l'actualité aussi, ça a un effet extrêmement dommageable pour les ligues, pour les équipes aussi. Donc, oui, il y a le niveau marketing. Les fans ont hâte. Tu sais, comme fan, moi, j'ai vraiment hâte de revoir jouer l'Impact de Montréal. Mais je me dis que est-ce qu'on est peut-être un peu trop tôt? Moi, c'est ça que je me dis un peu. Et en terminant, Étienne, si on sort de la formule tournoi, de faire des matchs à huis clos dans des sites stratégiques, on va dire, où les cas se sont avérés beaucoup moins nombreux au cours des derniers jours, des dernières semaines. Est-ce que c'est quelque chose un peu comme l'a fait la Bundesliga, de dire on va jouer des matchs, mais à huis clos, les équipes vont se déplacer? C'est sûr que nous autres, le territoire est beaucoup plus vaste, là. Mm-hmm. Ça aurait pu être logique aussi de juste dire on reprend le calendrier régulier dans les endroits où on va être en mesure de jouer, là, quitte à faire jouer Orlando puis justement les équipes du Texas peut-être à l'étranger ou dans un terrain neutre, on va appeler ça comme ça. Mm-hmm. Mais c'est une option qui aurait pu être viable, qui pourrait l'être, peut-être au Canada. Je trouve que c'est encore très très tôt de se dire ça pour début juillet. De voir des équipes déplacées, tu sais, faut pas oublier les joueurs aussi, tu sais, loin de leur famille, des fois ça peut être compliqué aussi. Tu penses à un Orlando qui pourrait aller jouer un petit peu plus au nord, ben tous ces gars-là, ils verront pas leurs femmes, verront pas leurs enfants aussi. Tu sais, faut pas négliger aussi ce contexte social-là et personnel des joueurs là. Nous, on y pense des fois moins, mais c'est aussi des êtres humains qui sont derrière ça. Peut-être que à moyen terme, c'est
ça va être ça. Puis je pense que ça va être ça. De toute façon, les matchs à huis clos, on n'aura vraiment pas le choix d'y aller avec ça, à tout le moins pour la fin de la saison, si on y va de l'avant. Mais oui, je pense que le huis clos, on n'aura pas le choix d'y aller dans cette avenue-là, là, éventuellement. Puis, clairement, l'objectif de la MLS, c'est de poursuivre le calendrier régulier après le tournoi MLS is back. Donc, ça va être quand même un bon outil de référence pour voir comment est-ce qu'on peut tirer parti de tout ça. Mais de l'autre côté, si on les fait jouer et passer la frontière canado-américaine à toutes les fois, il y a le fameux confinement de 14 jours normalement qui devrait être là. Fait que ça fait que ça ne serait pas facile de tenir un calendrier régulier avec juste 3 équipes canadiennes. Ça avait comme pas de sens. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. Il y a vraiment un beau casse-tête, surtout pour les ligues avec plusieurs pays. En fait, tout ce qui se trouve en Amérique du Nord, là, quasiment, là, à part la CPL où on est seulement au Canada, là, mais pour beaucoup, beaucoup de ligues nord-américaines, ça va être extrêmement compliqué avec cette frontière-là, canado-américaine, de pouvoir traverser, de pouvoir jouer avec le confinement. Et de pouvoir dealer avec ça, là, je pense que c'est vraiment un enjeu qui est extrêmement complexe. Puis je sais pas comment on va être capable de dealer avec ça. C'est ça, parce que c'est ce qui fait que la Ligue des champions CONCACAF, presque automatiquement, on peut plus jouer. Non, clairement. Non, je nous vois très, très mal descendre dans les pays d'Amérique centrale, aller jouer. Je pense que c'est au Honduras là, qu'on était supposé aller. Là. Je pense que ça va être extrêmement complexe. Là. Non, c'est ça. Fait que malgré tout, je pense que on va avoir un beau tournoi s'il prend son envol. Oui. Les joueurs sont là, hein. Tu sais, rendu là, les joueurs sont là. Donc, est-ce qu'on annule puis on leur dit de retourner chez eux s'ils sont déjà là? Ben, regarde. Je pense que ça fait pas de sens. C'est ça. Donc, tu sais, tout le monde arrive. C'est quoi, aujourd'hui puis demain, je pense, les derniers arrivages. Fait que rendu là, on peut plus vraiment shutdowner. Advienne que pourra. Ma grosse inquiétude, c'est le retour. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on va faire très attention au retour de ces équipes-là. Je pense notamment à Montréal, mais je pense dans tous les marchés nord-américains. J'espère vraiment que les tests vont être faits de manière très, très, très assidue, de manière très sérieuse pour que, au retour, on se retrouve pas avec d'autres foyers d'éclosion qui ont été causés par le retour de la MLS. Parce que c'est sûr que dans la meilleure des situations, c'est de prendre ces joueurs-là qu'on a déjà confinés et de les reconfiner finalement à leur retour. Je comprends que ça devient difficile, je comprends qu'ils ont des familles, ils ont plein d'obligations eux aussi, mais la meilleure solution, ça serait ça. Là. Tu prends l'Impact de Montréal au 11 août, après le tournoi, tu les ramènes à Montréal, tu les laisses 14 jours. Assurément, on n'a pas le choix. Puis on l'a vu. Je prends le cas des gars de, je m'appelle Watford en Angleterre. Il y a 3 jeunes là qui sont allés, qui sont sortis dans les bars par après là. On est en Angleterre, c'est déjà pas si pire que ça. Mais il n'y a pas ce risque-là à prendre avec les joueurs de Montréal non plus. Là. Donc, je pense que de les reconfiner une autre 2 semaines, c'est la seule chose à faire. En fait. Excellent. Donc, ça fait le tour déjà du podcast. Une belle demi-heure de fête ensemble. Merci d'avoir été là, Étienne. C'est un grand plaisir. Si on veut suivre le podcast des 3 Lions, ça se passe quand? On s'abonne on est sur le podcast sort habituellement les lundis. Là, je dis ça, puis on le sort samedi pour exceptionnellement, on va le sortir dans 2 jours. Mais les 3 Lions sur les applications de podcast, là, Apple, Google, Spotify, Spreaker. Sinon, L3L Podcast sur Twitter, Podcast Les 3 Lions sur Facebook, on est là. Puis on a beaucoup de plaisir chaque semaine. Excellent. Alors, merci Étienne d'avoir été là. Merci à vous, auditeurs, auditrices, et on se donne rendez-vous demain pour une autre édition sur le coup de 20h, donc du lundi au vendredi à 8h. On est là. On est avec vous. Merci d'avoir été là. Ciao, bye. Ciao.